Notre aventure italienne commencera à Naples, capitale de la Campanie, et dont l'histoire s'étend sur plus de 28 siècles. Judicieusement choisi, notre hôtel se situe tout près du port où d'énormes bateaux de croisière patientent avant d'emmener leurs passagers vers des voyages de rêve. Face au port, la grande place Municipio avec son emblème d'un goût discutable, un préservatif géant, grand succès auprès des photographes, mais aussi son Castelnuovo. La visite de la ville commence ici, sans vraiment de but précis, en marchant un peu au hasard afin de nous imprégner de l'ambiance locale. Des quartiers populaires aux quartiers historiques, la balade nous dévoile les différents aspects de cette grande ville, la troisième d'Italie. Immanquablement, nos pas nous conduiront devant ce qui est Légion en Italie, les lieux de culte. Ici la cathédrale, appelée aussi il Duomo. Bâtie sur des ruines gréco-romaines au début du XIIe siècle, elle aura subi au cours de son existence de nombreuses restaurations dues à plusieurs éruptions du Vésuve, un volcan dont la réputation n'est plus à faire, mais aussi quelques tremblements de terre. De style gothique, la nef est entourée de 24 chapelles et est dotée d'un superbe plafond doré à caissons qui intègre des peintures datant de 1621. Ce joli édifice est bien sûr une débauche de sculptures, peintures, mosaïques et œuvres d'art religieuses qui en font un vrai régal pour les yeux. Deuxième jour à Naples, et là, notre petite fille est venue nous rejoindre pour le week-end. Voyage culturel oblige, nous l'emmenons immédiatement pour la visite de Pompéi. C'est l'un des 2 sites archéologiques de la région de Naples qui, en 79 de notre ère, ont été engloutis suite à l'éruption du Vésuve. Cette ville antique, incroyablement conservée, nous raconte avec ses rues, ses maisons, ses commerces, ses théâtres, ses thermes, ses forums, le quotidien d'il y a presque 2000 ans. Oublié pendant plus d'un millénaire et demi, on entreprend les premières fouilles du site à partir de 1748. On estime aujourd'hui la superficie du site à 66 hectares, dont 22 restent à fouiller. À ce jour, 1435 édifices ont été dégagés des cendres qui les avaient enfouis, dont 515 maisons. Des plus luxueuses restent encore des décors magnifiques qui ont été préservés du temps par leur enfouissement sous les cendres. Un des sites les plus importants de la cité, le Grand Théâtre, construit par les Romains 2 siècles avant Jésus-Christ,
Il fut découvert en 1764 mais exhumé de ses cendres seulement 30 ans plus tard. Un panneau indicateur de l'époque bien singulier, que nous nous empresserons de suivre, nous conduira jusqu'au Lupanar, où un nombre public fait la queue pour la visite. Quelques fresques murales, plutôt explicites, nous renseignent sur les pratiques de la maison. Loin d'avoir tout découvert du site de Pompéi, mais bien fatigués, nous reprenons le train qui nous ramènera à Naples. Pour accéder aux catacombes de Gennaro, le but de notre matinée, il faut pénétrer d'abord dans la basilique des Bons Conseils. Ce sont les plus anciennes catacombes de Naples, occupant une superficie totale de 5600 m² sur 2 étages. On y trouve 2000 niches mortuaires et 500 ascosolia, nom donné à un type de tombe utilisé depuis l'Antiquité. La visite de ce véritable labyrinthe creusé à même la montagne se déroule dans une atmosphère pour le moins étrange. La Galleria Umberto Ier, une galerie marchande construite à la fin du XIXe siècle qui marque le début de la prospérité de la ville. De forme cruciforme, c'est un centre très attractif de la vie publique napolitaine qui propose boutiques, cafés, restaurants et des espaces privés d'habitation dès le 3e étage. Puis c'est l'heure de déjeuner. Le quartier des Espagnols, voisin, nous semble tout indiqué, considéré comme le plus authentique de la ville. À l'ambiance on ne peut plus napolitaine. Avec le Vésuve en toile de fond et l'île de Capri en guise d'horizon, nous finirons la journée à Lungomare,
une longue avenue qui longe la mer où règne une atmosphère conviviale et sympathique. On y vient le soir pour son coucher de soleil, mais aussi en s'installant à l'une des nombreuses terrasses pour y prendre un rafraîchissement ou un délicieux apéritif, voire pour y déguster une des spécialités gastronomiques qui font la renommée de la cuisine italienne. Emblème de la région de Naples, le Vésuve domine la baie de son célèbre cratère et reste l'excursion incontournable. Un petit détail qui a son importance, mieux vaut être jeune pour entreprendre cette ascension si l'on veut y prendre du plaisir. Haut de 1281 mètres, on le dit l'un des volcans les plus dangereux du monde, sa dernière éruption datant de 1944, tandis que la plus célèbre eut lieu en l'an 79 de notre ère, ensevelissant sous un haut tapis de cendres les villes de Pompéi et Herculanum, faisant 15 000 morts. On enregistre encore aujourd'hui plus de 700 secousses telluriques par an. Le Vésuve est doté d'un cratère conique tronqué de 300 mètres de profondeur pour 400 mètres de large. On ne pourra apercevoir que quelques fumerolles qui s'échappent du cratère bouché par de la lave refroidie, le magma se trouvant à une dizaine de kilomètres de profondeur. Pour conclure, excursion remarquable mais épuisante. Herculanum, l'autre ville romaine antique ensevelie par l'éruption du Vésuve, est conservée pendant 17 siècles dans sa gangue volcanique, les premières fouilles pour l'exhumer commençant en 1738. Beaucoup moins importante que Pompéi, la cité s'étendait sur une vingtaine d'hectares, dont seulement 4,5 hectares ont été dégagés, et sa population était estimée à 4000 habitants. L'un des atouts majeurs d'Herculanum réside dans l'excellent état de conservation de ses vestiges. Contrairement à Pompéi, la cité a été ensevelie sous une épaisse couche de boue et de cendres, permettant la préservation de nombreux éléments architecturaux et artistiques. Au cours de la visite, on découvrira les anciens thermes romains, de jolies maisons et de magnifiques villas décorées de fresques, de mosaïques, de statues luxueuses, d'anciens jardins aujourd'hui replantés d'arbres fruitiers, et d'un petit magasin où des récipients pour la nourriture et le vin sont encore intacts.
La visite se termine par l'ancien bord de mer où ont été découverts, sous les voûtes qui servaient d'abri à bateaux, 270 squelettes humains qui pensaient avoir trouvé en ces lieux un refuge sûr. Aujourd'hui commence notre circuit pour visiter une région très appréciée d'Italie, la région des Pouilles. En traversant l'Italie par son travers, nous avons quitté la Méditerranée pour la mer Adriatique et Bari sera notre première étape. Et d'abord le Lungomare, le quartier chic de la ville. Son port, son théâtre, son Corso Vittorio Emanuele II. Une longue et belle avenue bordée de jolis palmiers face aux restaurants les plus huppés de la ville. À l'entrée du Bari Vecchia, la ville historique, le Castello Suevo, qui reste aujourd'hui un des symboles forts de la puissance militaire de la ville. La Via dell'Arcobasso ou l'allée des Orecchiette, sûrement la rue la plus touristique de la cité. Ici, les pâtes que l'on appelle orecchie, en vertu de leur forme d'oreille, sont fabriquées dans la rue, puis séchées au soleil sur des plateaux de bois. Il y en a toutes les couleurs. Ça amuse beaucoup les touristes. Au cœur de la vieille ville, la basilique Saint-Nicolas d'architecture romane fut bâtie au XIe siècle. Elle abrite des reliques de Saint-Nicolas qui posséderaient des vertus miraculeuses. Bari, c'est fini. Demain, nous partirons à la découverte des fameux trulli, ces habitations si caractéristiques de la région. Chic, le temps est avec nous pour entamer notre périple qui nous mènera au sud de l'Italie, en commençant par Gallipoli et sa vieille ville située sur une île calcaire et reliée au continent par un pont. Fondée par les Grecs en l'an 1000 avant Jésus-Christ, elle possède un riche patrimoine culturel fait de nombreuses églises, d'un château, plusieurs moulins à huile, d'un musée. Quant à ces jolies petites ruelles étroites, c'est un réel plaisir que de s'y balader. La cathédrale Sainte-Agathe, c'est le monument religieux le plus important de la ville. Édifiée en 1629 sur les ruines d'une ancienne église romane, elle est de style Renaissance et baroque. Avec sa décoration opulente du sol au plafond, ses toiles du XVIIe et XVIIIe siècle, ses reliques, la visite de Sainte-Agathe est toujours très appréciée. Entourée aussi de fort jolies plages, Gallipoli est aussi réputée pour son côté balnéaire.
À quelques kilomètres, toujours sur le littoral adriatique, la petite cité de Monopoli avec ses ruelles tortueuses, ses maisons aux façades blanches, sa forteresse, ses monuments anciens, son vieux port aux barques bleues, ses plages accueillantes. Voilà une étape bien sympathique sur notre itinéraire du jour. Alberobello, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est parmi les plus beaux villages d'Italie. Mondialement connu pour ses maisons atypiques de forme circulaire, construites de pierres non jointes enduites de chaux, surmontées d'un toit conique, dont l'origine date de la préhistoire, c'est une des étapes incontournables lorsque l'on fait un séjour dans les Pouilles. Mieux, on vient dans les Pouilles pour visiter Alberobello. Sur la route de notre prochaine étape Martina Franca, une pause bien sympathique au milieu du vignoble. Riche d'un patrimoine architectural, civil et religieux de premier ordre, Martina Franca est considérée comme une véritable perle pour les amateurs d'art et d'histoire. Les jolies rues de la ville révèlent une grande partie de son passé ancien. Avec ses bâtiments historiques, le centre de la cité se distingue par la présence d'églises historiques d'une grande valeur artistique et spirituelle. Comme ici, la basilique San Martino qui contient les précieuses reliques de la martyre Santa Comacia. Nous reprendrons la route pour nous rendre à notre ville-étape, Otsuni, une route qui nous fera traverser d'immenses propriétés, dont l'olivier et le roi. Ostuni, surnommée la ville blanche en raison de la couleur de ses façades, se trouve perchée sur 3 collines à 218 mètres d'altitude. Les rues de la vieille ville forment des cercles concentriques à l'intérieur des remparts. Seule la Via Cattedrale permet d'accéder directement au sommet. Il Duomo Santa Maria Assunta date de la moitié du XVe siècle. Sa façade de style gothique peut s'enorgueillir de posséder la plus belle rosace sculptée des Pouilles. À l'intérieur, au plafond de la nef centrale, une fresque du XVIIIe siècle représente des scènes de la vie du Christ. Face à la cathédrale, l'Arco Scopa, il permettait la circulation entre les différents bâtiments épiscopaux.
Nous reprenons maintenant la route vers Lecce, toujours entouré de forêts d'oliviers, dont certains plusieurs fois centenaires arborent des troncs tourmentés, preuve de leur grand âge. Et puis, d'un coup, le paysage de désolation sur des kilomètres et des milliers d'hectares, des oliviers entièrement desséchés, dévastés par une bactérie, la Xylella fastidiosa, transmise par les insectes. Une véritable catastrophe pour la région. Lecce, capitale de la région, est réputée pour son patrimoine artistique particulièrement bien conservé. Surnommée parfois la Florence du Sud ou l'Athènes des Pouilles, elle est considérée comme l'un des fleurons architecturaux de l'Italie méridionale. Son style baroque est facilement remarqué en observant les églises et les palais de son centre historique. À quelques kilomètres de Lecce est le site archéologique de Roccavecchia, en bord de mer, qui dit-on remonte à l'âge du bronze. Mais l'afflux touristique qui caractérise ce site est surtout dû à la grotte du Poète, une piscine naturelle faisant partie du top 10 des plus belles piscines naturelles au monde. Profonde d'environ 5 mètres, son eau cristalline d'un joli bleu qui invite à la baignade. De nombreux touristes téméraires n'hésitant pas à se jeter depuis le haut du plateau, où est littéralement encastrée cette piscine hors du commun. Pour visiter Otrante, nous nous adjoindrons le concours de Renato, pilote émérite de Vespa Tuk-Tuk. Située dans le talon de la botte italienne, c'est la ville la plus orientale du pays. Elle a donné son nom au canal qui sépare l'Albanie de l'Italie. Grecque puis romaine, elle fut l'un des ports les plus importants de l'Adriatique. La ville ancienne est ceinturée d'une puissante enceinte fortifiée.
Très touristique, la ville médiévale a su garder tout son charme ancestral, son château aragonais et sa cathédrale étant les deux principaux témoins de son passé illustre. Son portail baroque et sa rosace font l'admiration des touristes, tandis que le sol, pavé d'une immense mosaïque composée de 600 000 tesselles, représente l'arbre de la vie. À une grosse heure de route, destination Gallipoli. Mais comme aujourd'hui le temps ne nous est pas compté, petit détour pour la ville de Nardò qui nous est largement recommandée par le célèbre guide du routard. Sa Piazza Salandra et sa colonne centrale, son église San Domenico du XVIe siècle, reconstruite au XVIIIe après un tremblement de terre. Gallipoli, la belle ville en grec, une petite cité levée sur une île reliée à la ville moderne par un pont, et largement défendue par un fort impressionnant. Un dédale de petites ruelles pavées, bordées de maisons aux façades blanches, abritant, comme il se doit, une foultitude de commerces en tout genre. Matera, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est considérée comme l'une des plus vieilles cités habitées au monde. Sûrement aussi l'une des plus belles villes anciennes d'Italie. Oui, mais voilà, les conditions climatiques du jour absolument épouvantables va rendre la visite assez problématique. Matera est aussi réputée pour ses anciennes habitations troglodytiques creusées dans le plateau calcaire sur lequel fut bâtie la cité, au bord d'un profond canyon qui offre un joli panorama sur de hautes falaises dans lesquelles ont été creusées des habitations et des églises rupestres. Pour les plus aventureux et les plus courageux qui voudraient visiter ces vestiges, il leur suffira d'emprunter le pont tibétain qui enjambe le torrent Gravina et de quelques longues minutes d'ascension pour arriver au site. Surplombant le canyon, l'église San Pietro Caveoso, datant du XIIIe siècle, c'est une église catholique qui a subi de nombreuses modifications tout au long des siècles pour arriver à sa forme actuelle. En bois sculpté doré, c'est le maître-autel qui retient l'attention des visiteurs. Le quartier des Sassi,
Les sassis étant des ensembles d'habitations troglodytiques propres à la région méditerranéenne qui se sont développés à partir du Moyen Âge. Taillé dans le tuf sur plusieurs niveaux, parfois une dizaine, s'est formé peu à peu un véritable dédale de passages, d'habitations, de portes, d'escaliers qui font des sassis un lieu labyrinthique unique en son genre. L'ensemble des sassis de Matera comptait jusqu'à la moitié du siècle dernier environ 18 000 habitants. Jugés malsaines, leur habitat fut interdit en 1953. Mais Matera, c'est aussi une ville qui compte de nombreux édifices historiques et religieux, de jolies places aux terrasses accueillantes, quand le temps s'y prête. Et nous voici de retour sur les rives de la Méditerranée pour notre dernière étape, la côte amalfitaine. Connue et réputée dans le monde entier pour sa beauté et la grande diversité de ses paysages, ses villages pittoresques, mais aussi pour son relief et sa route très accidentée qui longe le littoral méditerranéen. Une soixantaine de kilomètres où les virages se succèdent aux virages, avec une circulation dense pour ne pas dire très dense, où le froissage d'ailes guette l'automobiliste à chaque instant, et où l'on ne trouve aucune place pour stationner, pour admirer le paysage, probablement très beau. Durant tout ce trajet, nous traverserons quelques villages, dont Amalfi, qui donne son nom à cette jolie côte. Mais là, comme ailleurs, le stationnement est impossible. Et même, quelquefois, au détour d'un virage, nous pourrons apercevoir la mer. Et si la prochaine fois nous prenions l'excursion en bus qui fait la côte amalfitaine? Et pourquoi pas?
Sorrente, notre ville étape, la dernière, et nous y serons pour 2 nuits. Située sur le golfe de Naples, face au Vésuve et à l'île de Capri, Sorrente bénéficie d'un riche patrimoine historique, tandis que son charme naturel et sa douceur de vivre en font une destination très touristique. Et le soir venu, une ambiance festive et estivale s'empare de la Piazza Tasso, le point de passage obligatoire où cafés, bars et restaurants s'entassent de clients venus s'imprégner de l'art de vivre de cette jolie cité. Aujourd'hui, 22 octobre, est un jour particulier. Aujourd'hui, 22 octobre, j'entre dans ma 81e année et pour fêter l'événement, journée sur l'île de Capri. Ça commence par le tour de l'île en bateau qui permet d'admirer les côtes rocheuses de l'île, ses grottes, mais aussi ses jolies villas accrochées à la falaise. La carte postale de l'île, les îles Farioni. Ces 3 pics rocheux sont le résultat du travail de plusieurs millénaires, de la pluie, du vent et de la mer elle-même. Le plus célèbre, celui du milieu, est percé d'un tunnel traversé régulièrement par les embarcations de touristes. À la pointe ouest de l'île, le phare Punta Carena, haut de 28 mètres, construit en 1867, c'est l'un des phares les plus vieux d'Italie. À l'approche de la Grotte Bleue, la plus réputée de l'île, c'est l'embouteillage pour les petites embarcations qui attendent leur tour pour déposer leurs passagers qui veulent visiter la grotte. Marina Grande, c'est le port touristique de Capri. Nous y voici déposés pour 4 heures et partons à l'assaut des minibus qui assurent la liaison vers les 2 villes principales de Capri, Capri et Anacapri. Situé à l'intérieur des terres à une hauteur de 275 mètres, le village d'Anacapri a tous les atouts pour attirer les touristes. Ses petites places fleuries, ses ruelles bordées de jardins, ses charmantes habitations blanchies à la chaux font que l'on éprouve un réel plaisir à s'y promener. En empruntant son télésiège, on arrive au mont Solaro, à 589 mètres, le point culminant de l'île, permettant une vue panoramique sur le golfe de Naples.
Et c'est toujours en minibus que nous rejoindrons Capri, la capitale de l'île. Piazza Umberto. C'est sur cette place principale de la ville que se ruent, pour découvrir l'un des plus beaux panoramas, les visiteurs toujours nombreux quelle que soit la saison. Un peu plus chic, un peu plus branché que sa voisine Anna Capri, vu son passé glorieux quand la jet-set mondiale se donnait rendez-vous à Capri dans les années 50-60. Ici, le touriste est attendu de pied ferme. Boutiques de luxe, restaurants chics, des rues entières vouées au commerce. Mais il est toujours possible, si l'on veut changer d'atmosphère, de se perdre dans le dédale des petites ruelles de la ville ancienne. Et bien que fatigués, nous décidons de regagner le port par de petites voyettes à la descente raide pour reprendre notre bateau qui nous ramènera à Sorrente.